Donc Romuald Le Terrier est un des contributeurs éminents du livre OVNI et conscience, bien sûr, dont il va parler. Chercheur indépendant en ethnobotanique. Donc qu'est-ce que l'ethnobotanique ? L'ethnobotanique, c'est une science hybride en fait entre effectivement les sciences humaines, l'ethnologie et puis la botanique, c'est-à-dire le rapport entre les hommes et les végétaux d'ordre général dans les cultures, on va dire, traditionnelles. Voilà. D'accord. Donc il est spécialiste du chamanisme amazonien, auteur de 2 livres, Les plantes psychotropes et la conscience et la danse du serpent, que vous pouvez trouver là-haut en salle 2. Il a de nombreuses fois visité les Indiens Shipibo d'Amazonie péruvienne. Et ses réflexions portent sur une intégration positive du phénomène d'abduction au regard du chamanisme visionnaire amazonien dans le cadre de cette conférence. L'expérience chamanique nous révèle une autre réalité invisible à nos sens, mais quelle est la nature de cette réalité, sa localisation, son essence ? Alors, en étudiant le chamanisme visionnaire amazonien, Romuald tente d'apporter les éléments nécessaires pour inscrire dans le réel cette dimension ignorée de notre réalité physique. Et dans cette perspective, il va aborder le monde des plantes de vision, l'importance des rêves et de la rétrocognition et l'influence de celle-ci sur l'organisation et la structure de notre réalité dite matérielle. Voilà, Romuald, à toi. De la jungle aux étoiles. Donc, bon voilà, je me présente rapidement. Je suis chercheur ethnobotanique. Donc, pour ceux qui viennent de rentrer un peu tardivement, je vais réexpliquer. En fait, l'ethnobotanique, c'est une science hybride entre la biologie, parce qu'on est quand même dans le domaine de la botanique, et l'ethnologie, c'est-à-dire le rapport entre les hommes et les végétaux, principalement dans les sociétés traditionnelles, la représentation des plantes, le rapport aux plantes et surtout aussi l'utilisation des plantes pour ce qui est du domaine phytopharmaceutique indigène, c'est-à-dire comment se soigner avec des moyens naturels. Alors moi, quand je suis parti en Amazonie au début des années 2000 pour essayer de comprendre un peu ce système de pensée, quel était le rapport avec les végétaux, j'ai tout de suite été fasciné par l'Amazonie, par cette région, parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose qui méritait vraiment une attention particulière, notamment une plante de vision que j'avais entendu au début parler par la littérature, en fait, qui s'appelle l'ayahuasca. Et donc je voulais expérimenter, puis en savoir un peu plus aussi sur le mode d'acquisition de connaissances des chamans sur le terrain avec les végétaux. Donc je suis arrivé au début des années 2000 en Amazonie, et puis tout de suite j'ai essayé de comprendre, et les chamans ils ont été très rapides, ils m'ont dit écoute, les herbiers, c'est bien, mais tous vos termes scientifiques sur les plantes, nous, ça ne nous parle pas du tout. Si tu veux savoir comment apprendre, il faudra prendre ces plantes. Donc effectivement j'ai dit bon, je vais donc essayer l'ayahuasca. Donc pour cette conférence, je vais essayer de spécifier ça en 3 parties. Donc une partie où je vais parler de l'ayahuasca et du chamanisme assez rapidement, faire une introduction. Ensuite, quand même, pour être dans le sujet, parler du rapport et de l'apport qu'on peut avoir par le chamanisme pour les abductions. Et puis à la fin, je terminerai aussi sur l'histoire entre les rêves et la rétrocognition pour faire écho aux travaux de Philippe et ce qui est aujourd'hui mon sujet de recherche principal. Donc l'ayahuasca, on dit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pour les Occidentaux, on peut se dire, c'est quoi? C'est une drogue. Voilà, c'est une plante qu'on prend et puis qui va nous faire avoir des hallucinations. Bon, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Déjà, c'est pas une drogue puisqu'il n'y a pas de dépendance à l'ayahuasca. C'est infect au niveau du goût. Et puis surtout, le corps ne s'habitue pas à l'ayahuasca. À chaque fois, même plus on en prend et plus on a une sorte de stress corporel qui fait que c'est très difficile de la boire. Et moi, pour en avoir bu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, quand il m'arrive encore de faire les cérémonies, je me bouche le nez ou je bois de l'agua florida avant et après, tellement c'est difficile de la prendre en fait. Donc, qu'est-ce que l'ayahuasca? C'est donc un breuvage constitué de 2 plantes, une liane qui a cet nom, qui veut dire l'ayahuasca. En quechua, ça veut dire la liane des morts. Et l'idée dans le chamanisme qu'on a donné le nom de cette liane, c'est qu'elle permet d'accéder à l'au-delà sans passer par la mort du corps physique. Voilà, clairement. Voilà ce que ça veut dire en quechua. Donc c'est une liane qui contient des principes actifs, des bêta-carbolines notamment. Et puis on a une autre plante qu'on appelle la chacruna, qui est un petit arbuste qui contient à l'intérieur la diméthyltryptamine, ce qu'on appelle la DMT, qui est une molécule qui donne les visions. La synergie entre les deux produit l'ayahuasca. Alors c'est assez délirant d'avoir trouvé ce remède parce que la combinatoire de ces 2 plantes, en fait, est absolument indispensable à son efficacité.
Et surtout, l'ayahuasca va neutraliser en fait une enzyme gastrique qui va permettre ensuite à la DMT de passer dans le système nerveux et d'accéder au cerveau. Alors les visions ne sont pas des hallucinations. Les hallucinations, on va dire, mais qu'est-ce que ça peut être? Des déformations, voilà, je vais voir mon voisin avec la tête tordue, ça c'est pas du tout ça. Les visions d'ayahuasca, ce sont des univers qui s'ouvrent. Ce sont des visions en 3D, c'est-à-dire que les yeux ouverts, quand la variation va monter, c'est-à-dire l'ivresse, je vais commencer à voir apparaître des choses. Si je me regarde mes mains, par exemple, je vais voir des énergies. Je peux voir des énergies, je peux voir des filaments énergétiques qui sortent de moi. Tout ce que décrit en fait l'anatomie subtile des grandes traditions, comme les chakras en Inde, bah, tout ça on le voit sous ayahuasca, clairement. Ça devient une réalité tangible qui n'est plus du tout invisible, mais vraiment visible. Et puis cette réalité nous emmène dans des visions. Là, il y a un dialogue avec la plante, c'est-à-dire que l'ayahuasca enseigne. On peut poser une question avant, poser une intention avant la cérémonie, et l'ayahuasca va répondre de la façon la plus adaptée à la personne pour pouvoir communiquer avec elle. Pour donner un exemple, pour bien vous montrer qu'on n'est pas dans la subjectivité, parce qu'à un moment, d'autres chercheurs, ça c'est un débat qu'on a eu entre nous avec les ethnobotanistes et les ethnopharmacologues et des neuroscientifiques aussi, c'est de se dire oui mais bon, l'ayahuasca c'est quand même une expérience qui se passe dans la subjectivité, c'est-à-dire dans la boîte noire individuelle de la subjectivité. Et très vite, lorsqu'on pratique en Amazonie, on se rend compte en fait que les chamans, pour eux c'est une vraie réalité, mais ils disent mais non, il y a des visions où ils sont collectives. Vous vous apercevez quand même que vous êtes dans les mêmes univers. Si vous discutez un peu entre vous, c'est la même réalité. Au début, moi, j'avais un peu de mal, je ne comprenais pas trop, parce que j'avais quand même mon esprit très scientifique qui me faisait un peu des résistances. Et puis un jour, alors je la raconte tout le temps, hein, cette anecdote, mais elle est tellement évocatrice que je vais encore la redire ici. Alors ceux qui la connaissent, bien sûr, vont m'excuser. On était en cérémonie, comme ça. Donc c'est pour bien montrer l'expérience de vision collective, hein, donc partagée et partageable. Donc on était juste avant une cérémonie, je croise quelqu'un que j'avais jamais vu qui allait prendre avec nous, c'est Taïketos, et donc cette personne s'assoit et moi je ne fais pas attention à elle, je me mets un peu assez loin dans la maloca. La maloca c'est la hutte de cérémonie, je me mets à peu près une dizaine de mètres et puis moi je rentre donc dans mes visions, je ferme les yeux, donc je me vois dans un maelstrom comme ça de vision visionnaire, je me vois tomber comme si j'avais cette sensation de descendre dans un vortex, hein, vraiment. Et puis je vois, donc j'avais les yeux fermés, hein, je précise, hein, je vois donc la personne que j'avais vue il y a 10 minutes s'installer et qui avait pris aussi, je la vois comme ça qui descend elle aussi dans ma vision et qui me regarde comme ça, il aurait pu presque me faire coucou presque, qui me regarde vraiment. Et donc moi je vois descendre et je me dis c'est impressionnant quand même parce que bon je me dis après tout je viens de le voir dans la journée cette personne, peut-être que ça a marqué mon subconscient. Donc la cérémonie se passe et puis le lendemain matin, on discute un peu, on fait un peu un débriefing de nos visions. Ça c'est très occidental, mais on aime bien le faire. Et puis moi je parle, j'évoque, je dis tiens, à un moment je me suis vu descendre dans un vortex de vision comme ça et j'ai vu quelqu'un. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. La personne en question me dit ah oui je t'ai vu aussi, je t'ai doublé. Donc au début ça m'a fait drôle quand même. Je me suis dit ah ouais. C'est-à-dire que je suis dans mon intériorité, j'ai les yeux fermés, lui aussi, et on a partagé une expérience commune qui, du coup, devient un critère d'objectivité, puisqu'elle est partagée, partageable, elle devient consensuelle, et à partir du moment où elle est consensuelle, une réalité devient une co-création. Et à partir de là, elle acquiert petit à petit des critères de réalité, d'objectivité. Donc, les visions d'ayahuasca ne sont pas un délire, ce ne sont pas des hallucinations, c'est vraiment un accès à un univers, je ne dirais pas parallèle parce que j'aime pas ce mot-là, mais au moins un univers endogène, c'est-à-dire qui se trouve à l'intérieur de nous tous, et pas seulement, puisqu'il est relié aussi à l'espace. Et donc on peut aussi accéder à différents points de l'espace en simultané avec l'ayahuasca. C'est-à-dire qu'un chaman qui est à 200 ou 300 km peut tout d'un coup se retrouver à l'intérieur de la cérémonie, de façon parfois pas très cool, parce que les chamans sont issus de cultures guerrières. Il faut savoir qu'il y a 200 ou 300 ans, encore dans certaines régions d'Amazonie, il y avait des vraies guerres physiques entre tribus, c'est-à-dire avec des arcs, des flèches, des vrais meurtres, des guerres tribales. Et depuis l'arrivée des missionnaires, des Occidentaux sur les régions amazoniennes, cette guerre, elle s'est déplacée dans l'invisible. Voilà, c'est devenu une guerre interchamanique. Et donc, des fois, on va prendre avec un chaman, et puis on ne sait pas qu'il a une rivalité avec un autre chaman qui est à 300 km ou à 200 km de là.
Et puis, ben, la cérémonie, ça devient la guerre des étoiles. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une expérience qui est partagée, mais là, on a des chamans qui s'affrontent. Donc moi, j'ai un souvenir d'une cérémonie où j'étais avec un jeune chaman et en ouvrant les yeux, en fait, puisque j'étais vraiment, la narration, l'ivresse était vraiment montée, je voyais comme une espèce de soucoupe au-dessus de lui, comme ça, qui lui déchargeait des, comme des flèches, des flèches énergétiques. Et à un moment, d'ailleurs, il y a eu vraiment un combat entre les autres chamans qui le protégeaient. Le mapacho, c'est un cigare, donc c'est du tabac, et il y avait un chaman qui soufflait. Alors si vous étiez en état normal de conscience, vous auriez juste, avec une lampe de poche, un mec qui fume et qui envoie de la fumée, sauf que sous ayahuasca, on voyait qu'il envoyait plein de petits jets de lumière, comme ça qu'on appelle des tsansak, qui sont des dards en fait, hein, qui sont des armes dans l'invisible. Et moi, à un moment, j'ai vu une de ces fléchettes de lumière rentrer à l'intérieur de moi, dans mon corps, ça a vibré comme ça, et le chaman l'a vu, il s'est retourné, il l'a aspiré, il est ressorti. Il faut savoir pour l'anecdote quand même qu'après, j'ai eu des œsophagites et un ulcère pendant presque 6 mois quand même. Et elle est ressortie, cette fléchette. Donc si elle était restée, on peut s'imaginer au niveau énergétique ce que ça aurait pu faire au niveau de ma santé. Donc il faut quand même être prudent quand on prend l'ayahuasca, parce qu'il y a quand même, effectivement, il faut être bien encadré, il faut être avec des gens qui sont pas dans ces démarches guerrières et qui ont vraiment la volonté d'être dans le soin et dans le don. Il y en a plein. Hein, il y a des chamans lumineux, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des sorciers, donc il faut faire attention avec qui on prend. C'est pour ça que quand des gens me disent je pars au Pérou, je vais prendre l'ayahuasca, c'est génial, je dis attention. Attention, faites attention avec qui vous prenez, où vous allez, tout ça. Parce que c'est important. Voilà. Après, les risques, parce qu'on peut en parler aussi, il y a effectivement des gens qui sont morts en prenant de l'ayahuasca. C'est parce que, et d'une, première cause de mortalité, ils ont fait des fausses routes, parce qu'ils n'ont pas été surveillés au moment de leur vomissement. Donc, il y a des gens qui ont pu s'étouffer. Et puis, il y a eu des cas avec des interactions médicamenteuses, notamment par rapport à des pathologies comme l'hypertension, voilà, les problèmes cardiovasculaires. Donc, il faut être quand même vigilant, il faut se connaître et faire attention à ce qu'on fait. Voilà, c'était pour l'introduction, on va dire, au chamanisme avec l'ayahuasca. Alors quand moi j'ai fait ces expériences, voilà, je suis rentré dans le monde de l'ayahuasca, des chamans, et puis il y a un truc qui est apparu que j'ai pas du tout compris. Voilà, quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré un peintre visionnaire. Alors vous avez une très belle peinture ici d'Anderson de Bernardi, qui est un peintre chaman ayahuasqueros, on appelle ça en fait, hein, comme ça au niveau de la terminologie, et qui a peint ici une peinture de vision. Alors c'était un élève de Pablo Maringo dont on va parler d'ici quelques minutes, mais on voit déjà lui aussi dans sa peinture. Alors je vais essayer de me servir du sabre laser qui est là. Voilà. Ici on voit déjà aussi dans cette peinture la présence d'ovnis, d'UFO, hein, de machines. Alors ça serait intéressant de savoir si, par rapport aux ufologues qui sont ici, si ce type de vaisseaux ont déjà été décrits par l'ufologie contemporaine. En tout cas, eux, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas lu de bouquins et tout ça. Hein. Donc ils peignent ce qu'ils voient dans leur vision. Donc on voit la présence claire dans cet univers de vaisseaux. Voilà, alors Pablo Maringo, c'était un ami hein, qui est décédé malheureusement au mois de novembre 2011. J'avais une profonde amitié, une profonde relation avec lui. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui avait une connaissance des mondes chamaniques fabuleuse, parce qu'en plus il s'intéressait en plus aux sciences occidentales, et moi comme j'étais allé là-bas pour faire aussi des passerelles avec les sciences dures, comme la physique, et pour avoir une approche pluridisciplinaire, il m'a beaucoup ouvert l'esprit. Donc on a passé des heures à discuter, et dans ces peintures, il y a plein d'UFO, il y a plein d'ovnis en fait. Là Philippe, je pense que là, tu as une bonne démonstration d'une gamme d'ovnis, de machines. Je précise bien machines, c'est important. Alors moi j'ai demandé à Pablo, mais j'ai dit mais Pablo, attends, parce que pourquoi vous avez des ovnis dans les visions d'ayahuasca? Il m'a dit, mais c'est parce que c'est fait partie de l'univers des visions, hein, c'est omniprésent. Et on travaille avec les extraterrestres, avec les aliens, avec... J'ai dit, ouais, mais là, ça va quand même un peu loin. Quoi. Pour moi, ça fait un peu... j'ai un peu de mal avec ça. J'avais une résistance. Donc c'est tout. Je lui dis, mais c'est marrant parce qu'on dirait que certains ovnis sont tout petits, on dirait qu'ils virevoltent à côté des plantes, tout ça. Il m'a dit, ouais, mais c'est parce qu'il y en a qui sont très petits. Il y en a, ils sont tellement petits qu'ils pourraient se glisser dans la poussière d'une maison. Il y en a, ils sont très grands, très très grands, hein, plusieurs centaines de mètres. Et ils naviguent en fait par le biais de l'univers visionnaire. Donc ils rentrent dans le monde psychique des visions, et ils peuvent en sortir, et donc aussi apparaître dans la réalité. Hein. Il y a des témoignages qui ont relaté ça. C'est-à-dire une cérémonie d'ayahuasca, des chamans
ont des visions des ovnis, et puis à proximité de la cérémonie, des témoins voient les ovnis en question que les chamans ont dans leur intériorité, dans leur vision intérieure. Donc il y a ces phénomènes voilà, d'incursion, on va dire, de présence alien et de vaisseaux à l'intérieur de l'ayahuasca. Ce qui était très difficile à comprendre. Alors on n'avait pas le cadre théorique à l'époque pour le comprendre il y a 10-15 ans, on l'a aujourd'hui par le biais de la théorie de Philippe. Et ça a été aussi l'un des enjeux de OVNI et Conscience, c'est justement d'avoir ces approches, on va dire, qui nous ont permis de faire la synergie entre tout ça. Alors, pour les chamans, les extraterrestres sont une réalité, ils travaillent avec, dans des soins, ils peuvent les appeler, mais ils sont aussi indissociables des végétaux, c'est-à-dire que les plantes, souvent les esprits des plantes sont très difficiles à discerner des extraterrestres. C'est une discussion que j'ai eue l'autre jour avec mon ami Yann Kounen, avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi, et qui me disait, mais en fait, moi aussi, dans les visions aujourd'hui, j'ai du mal à discerner certains esprits des plantes des entités extraterrestres, parce que c'est complètement lié. On va le voir dans la diapo suivante. Oui, celle-ci, je veux bien, voilà. Donc ici, on a une représentation très particulière. C'est un plant de tabac. Donc le tabac, c'est une plante sacrée, hein, la plus sacrée en Amazonie. Hein. Une plante enseignante, et on voit vraiment la connexion qu'il y a entre cette plante et l'univers extraterrestre à travers cette peinture, puisqu'on a des ovnis de chaque côté. On est ici dans la selva avec des arbres maîtres, et on a ce plan ici qui est complètement connecté avec un ovni qu'on aperçoit le dessous, au-dessus. Là. Voilà. Donc souvent, les esprits ou les extraterrestres sont plus ou moins associés. Hein. Il y a vraiment une confusion, on va dire, dans le chamanisme. Et donc, ils peuvent les contacter et travailler. Alors, il y a un mode d'acquisition qui est particulier en Amazonie, qui est celui de la diète. Et ça va nous intéresser après pour les abductions. C'est-à-dire que comment les chamans enseignent leur connaissance, c'est-à-dire que ça vient directement des végétaux principalement. Il y a un phénomène d'imprégnation qu'on appelle l'acquisition de savoir par consubstance. C'est-à-dire que quand on diète, on va ingérer une plante, on va l'intégrer dans son régime alimentaire, on va essayer d'avoir un régime alimentaire assez épuré, c'est-à-dire d'éviter les graisses, le sucre, et on va essayer d'avoir quelque chose d'un régime qui permet justement un dialogue déjà somatique avec les végétaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi je l'ai fait par exemple avec un arbre maître qu'on appelle le chuchuasi. Alors, j'ai diété un peu cette écorce. C'était pas vraiment une diète. Hein. Je l'ai intégré juste à mon régime alimentaire il y a une dizaine d'années. Et j'ai eu plein de rêves. C'est-à-dire que c'est par les rêves que se manifestent ces entités. Et c'est intéressant parce qu'il y a un processus de structuration. C'est-à-dire qu'il y a une prise de contact d'abord énergétique. C'est assez abstrait. Et puis au fur et à mesure, les rêves vont structurer un espace. Et moi, je me rappelle, j'ai fait un rêve qui était assez étonnant. Je me voyais dans une clairière comme ça. Il y avait une sorte de carnaval d'entités qui venaient comme ça devant moi. Et c'est une entité collective parce que les esprits des plantes sont des entités collectives. Et donc à un moment, il y avait une sorte de dialogue avec moi. Il me dit, bah, viens, on va te montrer quelque chose. Il y avait une maison dans une espèce de clairière, une très belle maison avec à l'intérieur des arabesques un peu, avec des motifs végétaux. Et puis il y avait une serre. Ils ouvraient une porte et il y avait une serre avec justement des arbres de chuchuasi et une forêt. Et l'esprit de la plante me disait, enfin l'esprit de chuchuasi me dit, voilà, maintenant, on va vivre avec toi. Cette maison, c'est ton corps. La serre qui est accolée et attenante, c'est notre relation avec toi. On sera toujours là. Quand tu auras besoin, tu nous invoques et on sera disponible pour t'enseigner ou t'aider dans ta vie. Donc, c'est un phénomène de consubstance. Et une fois que cette relation, elle est faite pour toujours. Hein. Donc, elle est intégrée à l'intérieur de nous et on peut effectivement la solliciter. Alors, ce qui est intéressant avec l'ayahuasca, c'est qu'il y a un phénomène de mimétisme quand même, un mimétisme déjà neuronal, c'est-à-dire que la substance va rentrer dans le cerveau et va aller sur tous les récepteurs synaptiques. Donc il y a déjà une empreinte, on va dire, au niveau biochimique. Et puis ensuite, là où c'est très fort, c'est que l'ayahuasca, pour se manifester à chaque personne, elle va créer une interface de communication la plus adaptée à vous. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher des schémas émotionnels, elle va aller chercher des mémoires qui vont permettre de créer une interface qui soit le plus adaptée à vous. Alors si vous êtes dans la résistance par rapport à l'expérience, ça sera sombre. C'est comme pour les phénomènes d'abduction ou comme les morts imminentes négatives. Si vous êtes dans la résistance de l'expérience, parce que c'est quand même très particulier, ça peut être, si c'est fort, l'ayahuasca, ça ressemble un peu à une machine en essorage 1100 tours minute au niveau cognitif et somatique. Donc si vous êtes dans la résistance, que vous ne lâchez pas le truc, ça monte encore plus vite. Hein. Donc vous pouvez avoir des visions négatives à ce moment-là. Si vous lâchez,
l'interface de communication arrive. Et souvent, vous avez quelque chose qui peut être de l'image d'un ami ou un proche ou un mode de relation particulière. Moi, j'avais une amie qui avait vraiment peur de l'expérience. Elle était savoyarde, elle était passionnée par les marmottes et la bande dessinée. L'ayahuasca, elle a vu tout de suite ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est manifestée sous forme de marmotte dans une espèce de bande dessinée en 3D qui était en train de faire du ménage dans une maison qui balayait comme ça. C'est assez explicite, hein, on a compris l'interprétation. L'ayahuasca lui montrait que c'était un nettoyage qu'elle était en train de faire, mais pour pas qu'elle ait peur, elle a pris des choses qui la rassuraient quelque part. Ces marmottes qu'elle adorait, et puis dans une espèce de dessin animé en 3D en fait. Donc ce genre d'interface existe pour essayer justement de permettre à la personne qui vit l'expérience de l'intégrer et que ça soit quelque chose de fluide, qu'il n'y ait pas de résistance. Donc ça c'est important parce qu'on va voir qu'avec les abductions, il y a une corrélation vraiment importante. Alors pour parler des extraterrestres, moi j'ai rencontré des chamans qui m'ont dit écoute, voilà, comment on se connaît tous les extraterrestres? Il y a une plante particulière, une variété de liane qu'on appelle la cielo ayahuasca, l'ayahuasca du ciel. Donc j'essaye cette plante chez un chaman du nom de Johannes. Et puis effectivement, là je me rends compte qu'on est connecté à des visions de cosmos. On voit l'espace sidéral, on voit des nébuleuses, des galaxies. C'est vraiment impressionnant. Et puis un jour, il décide de prendre dans une clairière. Et il me dit, écoute, on va prendre, je vais te montrer un truc, on va prendre dans la forêt pour que tu vois le ciel étoilé. Ok. Alors il fait une ayahuasca du ciel très forte, il rajoute un peu de canne à sucre dedans parce que ça catalyse, hein, donc ça lui donne encore plus de force. Donc moi je flippais un peu parce que je me méfie toujours, donc j'étais à côté d'un ami et donc lui il en boit, c'est l'habitude, hein, il vient d'Amazonie depuis une trentaine d'années. Et je lui dis c'est fort ou pas? Il me répond pas. Donc moi j'en avais pris un petit peu, je flippais en fait. Donc c'est tout. Lui, je lui dis bon ça n'a pas l'air d'être fort, j'en reprends. Et là, je lui reparle, je dis, mais elle est forte ou pas? Et lui, il me fait, mais c'est très, très, très fort. Et là, je me suis dit, mais moi, je viens d'en reprendre, là. Donc, c'est tout. Alors là, j'étais vraiment flippé. Donc, j'ai ouvert les yeux comme ça, j'ai regardé le ciel. Et là, du coup, je ne fermais pas les yeux, parce que dès que tu fermes les yeux, après, tu pars dans les visions. Hein. Donc, j'étais comme ça, et je me dis, bon, je vais garder les yeux ouverts. Alors, il y avait quelques petites lucioles qui se baladaient, c'était sympa. Mais je sentais quand même que là, il y avait quelque chose en moi qui poussait et qui voulait vraiment sortir, quoi. Donc, je regarde le ciel, et là, j'ai une vision complètement incroyable. Je vois une étoile qui se décroche du ciel et qui descend, comme un trucage vidéo, comme ça, qui descend au-dessus de moi, à peu près à 6 mètres. Au-dessus de la cérémonie, comme le PC au-dessus de nous, là, le projecteur. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est un trucage. Donc je me décale comme ça, je regarde, je vois vraiment le fil, comme une espèce de fil qui relie l'étoile à la Voie lactée, au ciel. Et je me dis, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. On vit dans une espèce de simulation ou quelque chose comme ça, ce qui n'était pas du tout le cas, j'ai compris après. Alors mon ami à côté me dit, tu peux te calmer s'il te plaît, parce que c'est très fort et tu t'agites beaucoup quand même. Bon, ok, donc je me calme et j'attends. Et là, je vois deux structures UFO qui viennent comme ça sur le côté, qui ressemblent un peu à des mandalas. Et d'un de ces objets, il sort une espèce de sphère de lumière un peu diaphane, un peu rose comme ça. Et je la prends dans ma main, comme ça. Je la prends, vraiment, je la vois. Comme ça. Je la regarde, c'est magnifique. Une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Et en voulant la voir de plus près, hop, ça rentre dans mon cerveau. Et alors là, je suis obligé de m'allonger parce que j'ai des visions d'une force, d'une puissance beaucoup trop rapide pour mon esprit. Donc j'implore vraiment à dire, mais stop, je vais mourir, là, c'est beaucoup trop fort. Et en demandant, avec cette intention, le processus ralentit. Et à ce moment-là, je commence à voir une planète. Et je survole une planète et j'arrive au-dessus de ce que je pense être une ville assez organique, en fait. Et je vois vraiment une civilisation, en fait. Et après, j'ai des enseignements, j'ai les infos en même temps qui arrivent. Et puis après, ça ressort de mon cerveau et ça retourne dans l'UFO en vision qui était sur le côté, à peu près à 15 mètres au-dessus des arbres. Et puis, après avoir eu cet enseignement, donc j'ai quasiment plus de vision intérieure, j'ai les yeux ouverts et je vois l'étoile qui remonte tout doucement comme ça, qui va se replacer. Et puis ensuite, les deux UFO se dispersent comme ça, on va dire, disparaissent dans la forêt. Ce que j'ai compris comme enseignement, c'est qu'en fait, quand on veut observer peut-être c'est une hypothèse, hein, mais je me suis aperçu que cette expérience, il y avait plein de gens qui l'avaient fait avec l'ayahuasca. Le même processus. Hein.
l'attention qui se porte sur le ciel devient interactif, devient dispositif de communication, une étoile descend, donc un système, je ne sais pas lequel, parce que je ne suis pas astronome, et puis il y a des informations sur ce système. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le ciel, quand on le regarde avec une conscience particulière, en fait, c'est pas la peine d'avoir un Hubble, c'est-à-dire que le Hubble à l'intérieur de nous, c'est le télescope végétal, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à avoir une connexion avec le ciel devient interactif, en fait. Donc peut-être que des entités, je dis bien peut-être, ont développé un mode de dialogue avec des entités intelligentes juste par le biais de la conscience. La focale des télescopes, c'est la focale de la conscience, entre autres, qu'il faut essayer d'imaginer. Et puis, il y a d'autres chamans m'ont parlé donc, de leur relation aux extraterrestres. J'espère que je vais pouvoir montrer des esprits, que ça va fonctionner cette fois-ci. Donc, c'est le bouton du... Non, c'est le bouton du milieu, c'est ça. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une autre représentation d'un chaman qui s'appelle Louis Tamini, qui représente ici un esprit extraterrestre de forme humanoïde. Hein. Voilà, on le voit ici dans cette figuration. Voilà, je ne sais pas si ça peut parler des expérienceurs ou pas, mais voilà, entre une entité. Ils ont des noms à peu près une quarantaine d'espèces qu'ils connaissent bien, avec qui ils travaillent, ils ont des bonnes relations. Là, ici, on voit, elle est bien cette peinture parce qu'on voit justement l'inspiration. C'est-à-dire, on a un esprit là-bas alien, parce qu'il y a la connexion avec le cosmos dans cette peinture, on voit bien le système planétaire. Et puis, on voit l'influence par le chant. Hein, une sorte d'influence télépathique sur un chaman qui est dédoublé. Ça, c'est intéressant qu'il soit dédoublé. Lors vraisemblablement soit d'une prise de yopo ou simplement d'une fume, une pipe de tabac. Et un détail important, c'est que vous verrez au niveau du regard de ce chaman qu'il a en fait récupéré les attributs de l'esprit qui est au-dessus. C'est-à-dire que dans cette relation, dans cette communion, il y a une consubstance. Il y a encore l'idée de la consubstance qui est présente. On voit effectivement l'aspect physique de ce masque alien qu'on retrouve ici en dessous hein, du visage du chaman qui ici, je crois, en fait, fume une pipe de tabac, en fait. Voilà. C'est aussi une peinture de Louis Tamani, qui est un ami peintre chaman que j'expose souvent au festival Chiméria à Sedan, c'est pas très loin d'ici, tous les 2 ans. Donc, ils ont développé quelque chose d'intéressant. Les chamans, ils parlent d'un web cosmique. C'est-à-dire que c'est par l'intériorité qu'ils vont se connecter aussi à tout un réseau d'entités, en fait. Hein, donc, de ces 40 espèces qu'ils connaissent bien. Donc, l'idée d'un web cosmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, l'hypothèse d'un cosmos endogène, c'est-à-dire de penser qu'on a à l'intérieur de nous l'univers entier. Et que lorsqu'on s'y connecte, on peut effectivement accéder très facilement à d'autres parties du réseau, qui est un réseau global de civilisation. Alors, je crois que j'ai mis une peinture de Pablo après pour évoquer un peu cette connexion. Alors, Pablo, il disait, c'est pas du tout un généticien, hein, Pablo Maringo, hein, et je pense que quand il a fait ces peintures-là, il n'avait pas vu l'histoire de la double liste d'ADN, il ne connaissait pas ça. Donc, il dit, voilà, le chemin, en gros, pour se connecter au monde céleste, il passe par une double liane. Ici, on voit l'ayahuasca, mais cette double liane, nous, on voit bien qu'elle est connectée effectivement à la forme de l'ADN. C'est un peu la thèse aussi de Jérémy Narby hein, dans le Serpent cosmique. On voit ici effectivement toute l'histoire du phylum génétique. Hein. On voit les espèces dites entre guillemets inférieures, les poissons, les batraciens, aussi les êtres unicellulaires. Après, on passe sur des animaux un peu plus élaborés comme des oiseaux. Et puis en plus, cette connexion, cette échelle cosmique nous permet d'accéder au réseau. Alors ce réseau, pourquoi l'ADN? Parce que voilà, l'ADN, ça serait l'escalier, ça serait le moyen d'accès. Alors dans les phénomènes d'abduction, pourquoi les aliens s'intéresseraient-ils à notre ADN? Eh bien, on peut imaginer que c'est pas uniquement pour faire des hybridations ou pour faire des clones, mais tout simplement parce que c'est la voie d'accès. C'est-à-dire que pour connecter et contacter une espèce, on peut passer par on va dire un serveur commun, pour prendre une métaphore informatique. Ce serveur commun, c'est notre intériorité physique, c'est notre ADN, qui serait commun à toutes les créatures vivantes à travers le cosmos. Voilà, cette peinture, elle est assez intéressante à ce niveau. Je crois qu'après, j'avais mis encore une petite peinture de Louis Tamani, qu'on verra pas bien là parce qu'elle est sombre. Un chaman qui ici travaille avec la plante du tabac. Ici, c'est un plant de tabac.
symbolisé ici par l'esprit du faucon. On a la liane ayahuasca ici qui est vue comme un serpent, hein, parce que la liane ayahuasca est toujours associée quand même à un anaconda, hein, dans les mythes. Hein, l'anaconda Ronin. Ronin, c'est l'anaconda mythique des Shipibo, c'est le créateur de la vie, et c'est un Ouroboros. C'est d'ailleurs l'image qu'on retrouve sur mon livre La danse du serpent, en fait. Et donc on voit cette idée d'un web cosmique. On voit ici le ciel qui devient interactif. Il y a des constellations des étoiles, on voit déjà des filaments. Et on voit ici que quand on a focalisé là, en fait, il y a un esprit qui se manifeste et qui donne de l'information sous forme de fumée. C'est le même dispositif dont je parlais tout à l'heure, qui est ici décrit dans cette peinture de Louis Tamani. Donc maintenant, je vais en venir aux abductions, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Jocelyn, il me resterait combien à peu près là? 30 minutes, ça va, j'ai le temps. Donc pour l'apport que peut faire le chamanisme, on va dire visionnaire, par rapport aux abductions, c'est qu'il y a vraiment des thématiques qui sont communes. Dans le chamanisme d'ordre général, et pas uniquement amazonien, le phénomène d'être choisi par les esprits, et donc d'être ravi par les esprits, enlevé, est quelque chose de très récurrent. On retrouve chez les aborigènes d'Australie, que l'on retrouve en Amazonie, que l'on retrouve à peu près dans toutes les cultures chamaniques. Chez les aborigènes, par exemple, on a carrément toute une thématique où l'initié va être enlevé par les esprits, va être emmené dans une grotte de lumière, écoutez bien ce que je dis, hein, une grotte de lumière très éclairée, où des entités, des esprits vont lui mettre des morceaux de quartz à l'intérieur du corps, des implants de quartz qui vont lui permettre de rester en relation avec ces esprits pour lui donner un pouvoir de guérison ou un pouvoir de vision, hein, notamment chez les chamans aborigènes. Sur un réseau aussi. Les aborigènes d'Australie ont ce qu'on appelle le Yunam. Le Yunam, c'est un réseau, c'est le réseau intérieur qu'eux, ils ont spatialisé dans l'espace. Et ça résonne avec les idées de constellation familiale, mais là, je ne pourrais pas en parler ici, ça serait un peu trop long. Mais en tout cas, il y a vraiment un lien de filiation entre les abductions et ce qui existe depuis des millénaires dans les phénomènes d'initiation chamanique par rapt de la part des esprits. Quand on parle d'implant, moi, ça me fait penser à ces fameuses fléchettes dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est ce qu'on appelle les tsansak ou les virotes, c'est-à-dire ces jets de lumière qui peuvent rentrer à l'intérieur d'un être humain, rester, soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. C'est plutôt pour faire du mal en général. Hein. Ça, c'est clair, c'est évident. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport aux abductions, et ça c'est très intéressant pour faire évoluer le concept, c'est quand j'ai travaillé en fait avec des chamans, ils me parlaient de ces idées d'interface, c'est-à-dire que l'ayahuasca prend toujours une forme pour communiquer. Les esprits qu'on a eu tout à l'heure des arbres, par exemple, prennent aussi, comme le chou de choisi, une forme humaine pour dialoguer et créer un espace. Dans le phénomène d'abduction, lorsqu'on est hors cadre, on est un occidental et que cette expérience se produit, en fait, on n'a pas de repère, on n'a pas de recadre pour l'intégrer. Donc, c'est perçu effectivement comme une agression, comme les actes que les esprits ou les entités pratiquent sur les abductés sont des actes qui sont alors à ce moment-là perçus, je dis bien perçus, comme une agression, comme de la torture, comme des sévices. Or, ces actes, ils existent aussi dans l'ayahuasca. Hein. Donc, moi, par exemple, j'ai eu plein de témoignages de gens qui avaient pris l'ayahuasca et qui avaient vu ces petits grilles aussi. Hein. Ils les voient arriver dans les visions. Mais là, on a un cadre. On sait qu'on est dans une expérience visionnaire, donc on a moins de peur. On se dit, mais tiens, ils sont là, eux. Bon, c'est normal, j'ai pris de l'ayahuasca. Je ne suis pas dans mon salon en train de regarder la télévision ou en train de m'endormir. Je suis dans la jungle, il y a un contexte, je suis chez des chamans, il y a un contexte, et j'ai pris une plante de vision, il y a un contexte explicatif. Et quand on a déjà ce deuxième niveau de cadre explicatif, l'expérience, elle prend une toute autre tournure, elle n'est pas négative. Tout de suite, les gens comprennent que ces entités viennent faire des soins. C'est quoi des soins? J'ai des descriptions et j'ai même vu ça un jour dans les visions, à Iquitos, chez un chaman, où il a fait carrément descendre un bloc opératoire alien dans la cérémonie, en vision, en 3D, avec des esprits qui étaient là, qui ont soigné une personne qui était couchée au sol. Et on voit effectivement cette présence, une lumière bleue, des êtres bleus souvent assez grands. Et puis des petits gris aussi qui sont là, qui s'agitent et qui travaillent avec une technologie qui est à la fois, pour moi, à la fois mécanique et à la fois végétale, très organique. Et ils vont enlever des choses sur le patient. Hein. On voit qu'ils enlèvent des trucs énergétiques. Et ils vont enlever un organe, on dirait qu'ils remplacent un foie ou un cœur ou un intestin. Ils font des choses assez étranges. Et comme on est dans le soin et qu'on sait qu'on est dans une expérience visionnaire, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de sévices.
C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'intégration de l'expérience. Je vais aller plus loin. Il y a encore un deuxième niveau, plutôt troisième niveau d'intégration. L'expérience d'avant, c'était des Occidentaux qui ont été prendre l'ayahuasca. Donc, une connaissance du phénomène, on va dire, de quelques années. Chez les Shipibo d'Amazonie, quand ils ont ce style de soins, et eux pratiquent à peu près cette médecine depuis au moins 3000 ans, c'est pas des petits gris ou des êtres bleus qu'ils voient, eux, quand ils ont ces soins énergétiques. Ils voient soit des Incas, qui sont la référence donc humanoïde originelle et sacrée, hein, pour eux c'est le modèle de connaissance, ou soit des docteurs occidentaux de Lima, habillés avec la blouse blanche. Mais le processus est le même. On a un bloc opératoire en 3D, énergétique, des médecins qui soignent, mais l'interface a évolué. Plus c'est intégré dans la culture, plus ça paraît normal, et plus l'interface est normale. Elle devient notre équivalent. On dialogue non plus avec des entités aliens, mais avec nous-mêmes. Parce que l'intégration est telle que les entités ont pris la forme humanoïde complète. Et on peut se demander si les petits gris ne sont pas une espèce d'interface embryonnaire de l'humanité. Quand on voit un petit gris, ça ressemble à un fœtus. Il y a un aspect fœtal. Alors qu'est-ce qui est fœtal? Les aliens ou la représentation qu'on a d'eux? La conception qu'on a d'eux? Ça, c'est vraiment intéressant pour le débat, parce que ça veut dire que dès qu'on intègre l'expérience d'une façon positive, l'interface se transforme. Et donc, il n'y a plus de sévices, il n'y a plus d'agression, on est dans l'ouverture, on accepte, et on rejoint un parcours chamanique, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces entités, que les Shipibo appellent les doctoritos, les docteurs des plantes, ou les docteurs de l'espace, sont là bien pour soigner, aider, développer, et aider la race humaine à évoluer, à développer des capacités. Voilà, vraiment, ça c'est vraiment important de comprendre cela. Et c'est en ça, je pense, qu'effectivement, le lien avec le chamanisme amazonien peut éclairer les expériences d'abduction. Et j'ai d'ailleurs, c'est Nicolas hier qui m'a proposé un travail collaboratif à ce sujet pour essayer de faire évoluer en fait les représentations et vos expériences, pour essayer de les intégrer différemment et que ça soit relayé à un niveau peut-être mondial pour essayer de peut-être avoir un contact complètement différent par le biais de cette approche. Donc on va travailler sur ça dans les mois qui viennent à mettre ça en place. Notamment par un outil que je vais quand même évoquer quelques minutes, qui est la constellation familiale. La constellation familiale, c'est spatialiser dans l'espace un système, prendre le rôle de représentant de quelqu'un, et on a des sensations particulières, des informations qui descendent. Le système devient un système en fait opératif qui permet d'avoir de l'info sur... ça a été inventé par Bert Hellinger, et aussi un peu en parallèle par Jodorowsky. Et ça permet vraiment de dénouer des problématiques transgénérationnelles. Mais là, moi, j'ai envie de la transformer pour l'inclure dans les abductions. C'est-à-dire de mettre des représentants qui, au mieux de représenter le grand-père, la grand-mère, vont représenter les aliens, vont représenter l'abducté. On va voir ce qui se passe, quelles sont les infos qu'on a. Tout ça, c'est en projet. Voilà, c'est ce qu'on va mettre en place. Il me reste à peu près un quart d'heure, je pense, hein, c'est ça. Donc je vais parler du travail de rétrocausalité parce que moi j'ai rencontré Philippe par le biais de Nexus en fait, et par le biais de Jocelyn qui avait fait cet article. En fait, je travaillais, j'avais eu déjà le pressentiment de la rétrocognition dès 2007 et 2008 dans la jungle, avec des discussions avec les chamans, et puis cette idée d'un Ouroboros, voilà, d'une connaissance circulaire, d'une autocréation, quelque chose d'un bouclage que j'avais, qui était en filigrane dans toutes mes recherches et dans toutes mes visions. Et puis donc, j'avais mis en place le concept de rétrocognition, donc ce souvenir du futur. Et je vois l'article de Nexus et je vois Philippe pour la première fois, et là je suis ébahi, je dis c'est extraordinaire. Le travail de cet homme extraordinaire, il nous offre, je comprends tout de suite, il nous offre le cadre théorique de ce qu'on a besoin pour comprendre le chamanisme et toutes les expériences extraordinaires. Donc je contacte Philippe, je l'invite à Chiméria. Tout de suite, c'est très fusionnel entre nous au niveau des idées, et puis pas qu'au niveau des idées, on devient des vrais amis. Voilà, il y a une vraie fraternité d'âme, vraiment tout de suite. C'est très fort. Et donc, naît une belle amitié, et puis cette belle amitié naît aussi OVNI et Conscience, puisque à un moment, moi, Philippe me dit, est-ce que tu penses que ce serait bien que je vous rejoigne? Je lui dis, je l'invite vraiment à nous rejoindre sur le projet. Et voilà.
il y a cet enfant littéraire là qui est né ici. Et puis la recherche continue. Voilà, la plante a germé, elle n'a pas fini de pousser. Donc, qu'est-ce que la rétrocognition? C'est l'idée de pouvoir s'envoyer des messages du futur, de les recevoir et de les interpréter. Ça peut paraître étrange, mais les chamans, eux, c'est très simple pour eux. Et c'est un acte de mémoire. C'est très facile à pratiquer. Je vais vous expliquer. Vous pouvez essayer dans les jours qui viennent. Et s'il y en a qui ont Facebook, vous pouvez m'envoyer des messages pour me dire si vous avez réussi à créer ça. C'est très simple. Alors, je vais prendre une image occidentale parce qu'eux, ils ont des images de la jungle. C'est un peu compliqué à comprendre. C'est des animaux, des plantes, tout ça. Ils ont fait un encodage, justement. Moi, Gilberto me disait, c'est simple, Romuald. Si tu veux te souvenir du futur, je vais t'expliquer. Donc là, je prends des métaphores occidentales. L'idée, c'est par exemple, vous avez un rêve et vous allez rêver de quelqu'un habillé en blanc. Vous ne cherchez pas à interpréter le sens de ça du tout. On n'est pas dans la psychanalyse. Vous captez juste cette image et vous la gardez bien en mémoire. Donc l'idée, c'est déjà de bien apprendre à se souvenir de ses rêves. C'est très important. Et puis, quelques jours après, peut-être 3, 4 jours après, donc vous gardez comme une attention flottante sur vos rêves. Vous vous en souvenez, vous les engrammez bien quelque part. Et puis 4 jours après, par exemple, dans la rue, vous croisez quelqu'un en costard blanc. Et là, vous avez un effet de surprise, vous êtes surpris, et vous repensez à votre rêve. L'effet de sidération, l'effet de surprise, la synchronicité, c'est une science de la surprise. Cet effet cognitif de surprise va créer une rétroprojection d'informations qui va modéliser votre rêve de 4 jours avant. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir de là, eux, les chamans, ils ont fait un encodage. C'est-à-dire, ils se sont dit, pour pouvoir s'envoyer les informations, tel symbole, ils ont déterminé que tel symbole animal, peut-être un jaguar, va représenter l'annonce de la mort de quelqu'un ou la possibilité d'un accident. Donc, quand un patient vient les voir, ils scannent un peu leur rêve 2-3 jours avant que cette personne arrive, et puis ils gardent bien ça en mémoire. Et souvent, peut-être 6 mois après, la personne revient et dit « Effectivement, tu m'avais dit que j'allais peut-être avoir un accident et j'en ai évité un. » Deuxième niveau de rétroaction, c'est-à-dire que la personne concourt également, cette fois-ci on passe au niveau collectif, concourt également à la rétroprojection de l'image du rêve dans le passé, 6 mois après. Moi j'ai réussi à avoir des informations, je pense à peu près d'1 an et demi du futur, qui sont vérifiées. C'est-à-dire que j'ai eu des infos et j'ai pu les vérifier 1 an et demi après. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très important pour l'humanité, parce que ça ouvre des perspectives absolument extraordinaires. Parce que ça veut dire que si on arrive à prendre ces informations en compte, on peut naviguer en conscience dans nos lignes de commutation temporelle et éviter plein de problèmes. Par exemple, au niveau de la santé, je vais donner un exemple. Si vous arrivez à vous annoncer à quelqu'un qu'il a une leucémie, 2 choix possibles. On va être simple, on va en faire que 2. Le cercueil ou la vie. L'idée, c'est d'arriver à ce que la personne prenne la commutation qui l'emmène à la vie. Si on arrive à lui faire donner une information claire dans son passé, qu'elle va survivre, cette information va avoir l'effet d'un attracteur. C'est-à-dire c'est un effet d'entéléchie, comme le disait Aristote, c'est-à-dire qu'elle va l'attirer. Il est là, il doit aller là, et surtout pas aller ici. Donc, à un moment, tout un ensemble de synchronicités vont baliser le parcours comme un GPS extratemporel qui va amener ici, à la guérison. Pas besoin de médicaments, pas besoin forcément de soins, puisque cette rétrocausalité va inhiber certains gènes ou au contraire en allumer d'autres qui vont permettre la guérison. Donc voilà, c'était sur ça que je voulais terminer, parce que c'est vraiment riche de promesses, d'espoir, et moi je vais développer tous mes travaux de recherche dans les mois et les années qui viennent à développer ces outils thérapeutiques en fait, que je proposerai bien sûr pour test. Alors essayez cette histoire du souvenir, peut-être que vous allez faire un rêve, vous allez peut-être dès votre réveil voir une image qui va vous rappeler et vous allez rester reprojeté. N'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un petit message sur Facebook, ça m'intéresse. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci à vous.